Hello à tous, bienvenue chez Wrestling with Honor, la chaîne YouTube, pour une nouvelle interview. Encore une fois, on va mettre en avant le catch français, puisque aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Monsieur Senza Volto. Bonsoir à toi. Hello! Comment vas-tu? Bah écoute, moi je vais très bien et toi? Eh ben ça va, merci. Très content de te recevoir. Bah écoute, Euh, merci. la première interview, c'était quelqu'un que tu connais très bien, puisque c'était Tristan Archer. Je crois que vous connaissez un petit peu, Trop même. trop même. La deuxième, c'était Mila Smith, que tu connais aussi. Aussi, que Et je vois donc souvent voilà. à Berlin récemment. Et donc voilà, la troisième, c'était toi. On aurait pu la faire il y a un petit peu de temps en arrière, et puis les agendas ont pas toujours été, Ouais, voilà. c'était un peu galère. Comme tu peux le voir, je suis quelqu'un de très occupé. Mais Euh, voilà, eh ben écoute Senza, si tu veux, on va récapituler vite fait. On est quand même bon, on est le 1er mars au moment où on enregistre cette interview, mais je pense qu'on peut revenir sur déjà, déjà ouais sur deux trois petits points de ton année 2022 qui a quand même été très riche. Euh, une année 2022 où tu as catché. Alors, on en parlera un peu plus tard dans l'interview, mais on va parler de Senza Volto pour le moment. Tu as catché partout, en Allemagne, en Belgique, en Pologne, en Hongrie, au Danemark, en Espagne. Des titres gagnés à la Bodyzoy, donc en Belgique, en battant notamment Tom Laroufa au Bodyzoy 5. C'était le 26 juin 2022. Un titre bon, que tu as malheureusement perdu face à Bandido à Bodyzoy 6, pardon, mais yes. surtout champion par équipe WXW en Allemagne, donc avec Aigle Blanc, les French Adore, titre que vous avez remporté au tournoi par équipe, au World Tag Team Festival. Dans les noms que j'ai notés que tu as affrontés en 2022, que ce soit en solo ou en équipe, on l'a dit, Bendido, Axel Tischer, Eric Young, Chris Brooks, Aigle Blanc aussi que tu as affronté, euh, et aussi ta première apparition dans le PWI 500 Ouais, à la 262e place, si j'ai bien noté. exact, monsieur, t'as bien fait tes devoirs. Un petit mot, en un petit mot que tu aurais pour résumer cette année 2022 pour toi, en tout cas pour tes performances in ring. Du coup, si je devais résumer un peu cette année 2022, je dirais qu'il y a eu une évolution au niveau de mon style. Donc en fait, de toute façon, on n'y échappe pas avec les années, hein. J'ai commencé le catch, j'avais vers la vingtaine, donc j'étais plus un peu foufou, un peu plus high fly, un peu plus de risque. Donc c'est vraiment cette année 2022 qui m'a fait prendre conscience des risques que je prenais et qui m'a permis aussi de modifier mon style de catch tout en restant dans le high fly, tout en gardant une image un peu d'high flyer pour les fans. Mais moi, je le ressens déjà au niveau de mon corps que j'ai beaucoup ralenti sur ce justement côté prise de risque du côté high fly. Ouais, j'ai une petite question pour commencer ça avant de vraiment de lancer Ouais. le retour sur ta carrière. Il y a quelque chose que je voulais aborder avec toi. Tu as fait ton retour, un retour surprise du côté de chez Rix Catch, donc samedi dernier, le 25 février. Donc dans l'épisode 12, qui voyait justement, on en parlait tout à l'heure, ton ami Tristan Archer faire face à Will Ospreay dans le main event. Mon ami, mon Euh, ami. S'il regarde cette interview, peut-être qu'il va apprendre des choses qu'il est finalement peut-être pas tant ami avec Senza Volto. La question, elle va être en deux temps. Finalement, pourquoi avoir pris un peu de distance, on va dire, avec les rings français? Et pourquoi ce retour-là chez Rix Catch? Bah en fait, j'ai eu l'occasion en fait de catcher un peu partout en Europe. Donc comme tu l'as dit, donc je pouvais me permettre en fait cette pause, cet arrêt en fait de la scène du catch français. Ça permettait aussi de libérer de la place parce que voilà, il faut savoir que bah, regarde, qu'on parlait de Tristan, si tu prends Tristan, tu prends moi, tu prends Aigle, déjà tu prends trois spots sur une carte. Donc voilà aussi, c'était histoire de libérer un peu de place, histoire de me concentrer aussi un peu plus sur l'étranger parce que voilà, c'était mon objectif, c'était vraiment viser le toit de l'Europe pour me faire un peu plus connaître ailleurs. Donc c'était vraiment
utiliser toutes les dates que j'ai de libre pour m'exporter tout simplement. Mais mais voilà quoi. Il y a eu Rix qui a fait son apparition, on m'a contacté et on m'a dit que ça allait être un énorme show. Donc j'étais un peu au courant un peu avant les gens de ce qui allait se passer, notamment avec la vue de Will Ospreay. Et voilà, on cherchait à faire un grand coup pour ce Gauntlet match. Et du coup, l'idée est tombée et je me suis dit bah pourquoi pas pour un one night, pour un one shot. Ça va me faire plaisir à moi déjà parce que ça faisait longtemps que j'étais pas apparu en tant que Senza en France et ça a fait plaisir apparemment au public sur place. Je confirme, moi, pour avoir eu le show sur Twitch, n'étant pas sur place, ça a fait plaisir aussi sur Internet, partout. C'était, Aussi, oui. ouais, ça a fait plaisir. Euh, Première question, finalement, pour reparler, donc pour revenir à ton parcours, elle va être basique, celle-là, personne n'y échappe en général en interview. Comment, donc là, on revient quelques années en arrière, comment le jeune Senza Volto découvre le catch et en devient fan? Ouais, c'est vrai que question vraiment classique. Non, bon après c'est normal. En fait, je pense que j'ai eu un parcours assez classique, c'est-à-dire que en fait, je suis tombé sur un show de catch à la télévision, donc c'était à l'époque RTL 9 avec Ajus et Chéreau. Et et voilà. Après, j'ai commencé à me renseigner un petit peu, donc je me suis acheté un jeu de catch. C'était à l'époque SmackDown versus Raw, le premier d'ailleurs de la série. Et de là, bah, j'ai commencé à suivre un peu les shows américains. J'ai commencé à m'intéresser un peu plus. Après, j'avais lâché un petit peu en tant que fan. Et après, j'ai peut-être passé un an, 2 ans. Et je m'y suis remis et je me suis dit, mais pourquoi pas? Est-ce qu'il y a des écoles ici? Pourquoi pas essayer? Donc, j'ai essayé et ça a été bingo, on va dire. Est-ce que le déclic est arrivé tout de suite où tu t'es dit, ouais, je veux en faire mon métier? Non, au début c'était juste un hobby quoi. Je me suis dit bon bah ça va être un sport comme un autre. Hein. J'ai fait du football à un bon niveau avant, donc voilà ça allait être un hobby que j'allais faire à côté pour mon plaisir. Après c'est vrai que j'ai été jeté très vite dans la jungle en fait. Donc j'ai eu des dates très vite, très vite mon emploi du temps s'est rempli. J'ai reçu des offres bah, des pays étrangers, des pays voisins comme la Belgique. Et là où j'ai vraiment vu que ça commençait à être sérieux, c'est quand j'ai reçu mon premier booking à l'étranger où je devais prendre l'avion quoi. Là, je me suis dit ça y est, il y a quelque chose qui se passe. Euh, je vais devoir faire attention à tout ce que je dis, à ce que je fais, parce que voilà, ça c'est à partir de là que ça commence un petit peu à où l'aventure commence en fait tout simplement. Donc pour pas se mettre des bâtons dans les roues et regretter plus tard, bah, on se dit bah voilà maintenant ça devient sérieux donc on va oublier ce côté un peu hobby et on va le considérer comme un métier. Justement, tu parles de tes bookings qui arrivent très vite. Alors, il faut savoir que j'ai été regarder sur Cage Match pour essayer d'avoir le Ouais. de matchs possible. Je sais que tout n'est pas répertorié, mais en tout cas, selon eux, l'un de tes premiers, voire ton premier match, c'était du côté de l'association Catch Essen le 8 mars 2015 contre un catcheur. Alors, je m'excuse d'avance pour la prononciation, ça devait être Asae, A-S-A-E. Est-ce que tu en Yes. as des souvenirs? Oui, bien sûr. C'était pas mon premier match parce que du coup on avait catché bah, avec la même personne à la FFCP quelques temps auparavant, mais oui c'était vraiment mes débuts et la CE, on va dire, c'était mon premier. Ça faisait partie de mes premiers bookings à l'extérieur, quoi. Mais après, à ce moment-là, je savais pas ce que c'était le catch, je savais pas tout ce qu'il y avait autour, les fans, les différentes promotions, de comment ça marchait. Voilà, c'était encore un hobby pour moi, tu vois. Pour moi, ça s'arrêtait là, quoi. On s'amusait le dimanche à faire des matchs devant un petit public et voilà, quoi. J'étais loin d'imaginer que je me retrouverais devant la semaine dernière plus de 1000 personnes avec des spotlights, un écran géant, enfin voilà quoi, plein de trucs comme ça quoi. Et justement, pour revenir à ce que tu disais sur les bookings, ça va arriver très vite puisque 2016, tu vas faire tes débuts APC.
ICWA, donc deux compagnies françaises où tu vas passer beaucoup de temps, mais surtout tes premiers combats à l'étranger. Ça commence par les Pays-Bas, l'Allemagne, la Belgique, la Roumanie, la Hongrie, donc tout ça en 2016. Donc on est finalement quasiment à peine un an après ton début de carrière. Ouais, Euh, ouais, c'est vrai. du coup, est-ce que c'était vraiment par choix? Est-ce que toi, tu avais vraiment envie de t'exporter à l'étranger ou c'est parce que c'était les demandes qui venaient et voilà, c'était vraiment les demandes de booking étranger, quoi. Alors, en tant que catcheur européen, j'ai eu beaucoup de chance. D'abord parce que jamais eu au début de ma carrière à demander pour un booking ou à proposer mon CV. J'ai toujours eu la chance que bah hop, je me réveille un jour et je reçois un message de tel ou tel promoteur ou telle structure. Donc j'ai été très vite demandé et la raison de pourquoi j'ai eu cette demande forte, c'est que à l'époque des catcheurs masqués qui faisaient parler d'eux, il n'y en avait pas beaucoup. Je crois qu'à l'époque il y avait que Tenqua en Hollande et El Ligero en Angleterre. Donc ça m'a permis d'avoir beaucoup de spots parce que bah du coup le catch c'est un peu un symbole le basque, excuse-moi, c'est un peu un symbole du catch. Voilà, quand on parle de catch, on voit un lutteur masqué et quand on parle de lutteur masqué, on entend la lucha et tout ça. Donc c'est vrai que bah ça a été ma chance et c'est vrai que ouais, quasiment un an après mes débuts, j'ai pu déjà traverser des pays quoi, ce qui est très rare aujourd'hui. Quand tu commences il y a un an, tu catches peut-être une ou deux fois tous les deux trois mois quoi. Le temps de te faire ta place, le temps d'apprendre tout simplement pour affronter des adversaires un peu plus hauts, un peu plus forts. Donc voilà, c'est plutôt cool pour moi. Tu parles de masque, forcément, le masque fait référence à la lucha. Euh, quand tu as débuté le catch, justement, alors pourquoi le masque et finalement, c'était quoi tes influences au tout début? Bah écoute, après, comme beaucoup de monde aussi, quand j'ai commencé à m'intéresser au catch, j'ai été, on va dire, attiré par un catcheur en particulier, donc c'était Rey Mysterio. Il avait ce style un peu du coup hybride pour moi encore parce que il y avait ce côté lucha mais qui était un peu mixé avec le côté américain. Voilà, on pouvait très bien dissocier le style de Rey Mysterio et le style des autres luchadors qu'on pouvait avoir au Mexique. Et en fait, à cette époque-là, c'était du feu en fait, c'était de l'or quoi. À chaque fois qu'il apparaissait, c'était des actions acrobatiques assurées, c'était du spectacle. Et voilà, moi j'ai toujours été très fan de super-héros, de trucs comme ça. Donc moi je l'ai associé directement à un super-héros qui volait, qui voilà quoi, le petit gentil qui se battait contre les méchants quoi. Donc moi tout de suite sous le charme voilà, ça a été vraiment mon modèle sur les premières années en tout cas de ma carrière. En faisant mes recherches pour cette interview, je suis tombé sur quelque chose que je ne connaissais pas du tout de toi au niveau de ta carrière. Et je sais pas si tes fans le connaissent, mais au cas où, pour ceux qui connaissent pas, si tu peux nous en dire un petit mot, c'est Flip and Fly. Oh, Flip and Fly, ouais, c'est vraiment ma première expérience en équipe. Donc, bah en fait, tu sais, des fois, c'est pas forcément une idée qui vient de toi. Ça peut être un promoteur qui te dit, bah écoute, prends l'équipe avec telle personne. Donc là, ça avait été le cas. Et c'est quand c'est mes débuts à l'étranger, hein, quand je suis parti en Hollande Ouais, c'était aux Pays-Bas où tu pour la étais champion par équipe PWS. là-haut. Voilà, j'ai été vite champion par équipe avec rotation qu'aujourd'hui je côtoie encore à la VXV et Mark DeWitt ou quelque chose comme ça. Donc voilà quoi. Mais c'était mignon quoi. Mais on était plus une bande de gosses qui ont mis en équipe qu'une vraie équipe quoi. Justement, dans la foulée de tout ça, 2017, tu vas faire tes débuts en Angleterre du côté de la SWE. Puis en 2018, tu vas y affronter notamment beaucoup de noms connus en regardant un petit peu. J'ai vu des adversaires de Senza Volto comme Mike Bailey, Jay Little, Kip Sabian, Robbie X, Gabriel Kidd. Et tu vas devenir aussi champion là-bas de la SWE, le titre Speed King. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience en Angleterre qui, pour les fans européens, reste peut-être la plus grosse terre de catch? C'est peut-être
peut-être l'un de mes plus beaux chapitres, en tout cas jusqu'à maintenant. Faut savoir que quand on est catcheur européen, donc je compte pas l'Angleterre, euh, c'est très dur d'intégrer la scène anglaise parce qu'il y a ils sont à part entière quoi. Il y a vraiment beaucoup de talent là-bas et encore à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, c'était vraiment le feu là-bas. C'était enfin voilà quoi. Il n'y avait pas besoin d'aller à l'étranger pour de piocher des lutteurs à l'étranger pour pouvoir faire un show parce que tout était au UK quoi. Donc c'était très très dur d'y amener sa pomme, de se vendre auprès des promoteurs. Et en fait, j'ai eu une occasion. Je me rappelle très bien parce que j'étais booké à la base pour un show en Allemagne. Et on m'a proposé cette date-là, donc c'était la Southside. Et directement, j'ai demandé au promoteur allemand si il pouvait éventuellement me libérer parce que voilà, ça allait être. Je savais que ça allait être une étape, ça allait être une étape importante dans ma carrière. Et, euh, et j'ai eu raison parce que le fait que d'avoir accepté ce booking du coup en Angleterre m'a amené tellement derrière. J'ai pu me montrer ce que je savais faire en Angleterre, donc à Londres. Et ils ont été sous le charme de tout de suite. Et voilà. Et en plus, c'est vraiment le petit Français masqué. Donc j'avais un profil unique là-bas tout simplement. Sachant qu'il n'y avait pas à part Ligero, il n'y avait pas de lutteur masqué là-bas qui tournait beaucoup. Donc voilà, j'ai beaucoup travaillé avec la Southside qui au bout de quelques mois m'a donné mes chances. Donc j'ai participé à plusieurs grands tournois, j'ai participé au Speed King. Je suis ensuite devenu champion une ou deux fois, je me rappelle plus. Je sais que je suis devenu aussi champion de leur ceinture intermédiaire là-bas. C'était la ceinture européenne, je crois, Ouais, c'est ça. contre Adam, il me semble, si je me rappelle bien. Et j'y ai affronté des noms mondialement connus, quoi. Donc, ceux que tu as cités sont, c'est qu'une brochette parmi le plat, quoi. Et oui, ça a été vraiment une étape très importante et j'ai rencontré beaucoup de monde et voilà, quoi. Je me suis fait vraiment fait un réseau et je pense que ça a été la première pierre qui a fait que le nom de César Volto a commencé à se faire connaître en Europe. Parce que voilà, la Southside, bah après je pense que tu vas y aller, mais je vais peut-être t'aider à faire la transition. La Southside m'a ramené à encore une plus grosse promotion un peu plus connue en Angleterre. C'est mon point d'après, justement, presque. Voilà, ouais, je te fais la transition. Donc du coup, j'ai appelé par la Ref Pro qui est l'une des top structures en Angleterre avec la Progress. Et la Race Pro m'a aussi fait step up, donc j'ai pu participer à des pay-per-view chez eux qui se passent dans une salle qui est très connue qui s'appelle le York Hall. Donc enfin pour te dire, mon premier York Hall, c'était un multi-man match où moi je me retrouvais avec Mike Bailey, Romero de la Ouais, New Japan, Hikuleo de la New Japan, c'est ça. Canada Ouais. de la New Japan. Et t'en oublies un. J'en ai oublié un, c'était, attends, laisse-moi, je vais le trouver, et Robbie Eagles, C'est ça. aussi de la New Japan. Donc, en C'est fait, ça. j'étais le petit con qui se retrouvait dans ce match-là et au final, bah, je m'y suis amusé, quoi. Bon, certes, il y avait une différence de niveau, mais j'arrivais à suivre, j'étais là, donc, j'ai réussi aussi à me mettre sous la main le public anglais, donc, c'était le feu. Et j'ai pu, après, l'année d'après, je crois que c'était l'année d'après, j'ai pu aussi enchaîner avec la British Cup. C'est ça. Bon, éliminé au premier tour contre LP, mais pas contre Tu sais, contre le putain, comment vous Fantasmo. l'appelez, vous l'appelez? Le Fantasmo. Ouais, le Ouais. Fantasmo, voilà, moi je l'appelle LP parce que voilà quoi, mais, contre le Fantasmo, donc voilà quoi, ce chapitre anglais a été vraiment déterminant dans ma carrière et de qui je suis aujourd'hui en fait. Et tu as aussi eu, moi j'avais noté le match de championnat pour le titre Cruiserweight face à El Fantasmo, avant la British G-Cup. Oui aussi à la Red Pro au cockpit. C'est ça, cockpit, ouais. Ouais, ouais. Ouais, le Euh, cockpit qui aujourd'hui n'est plus un endroit où la Ref Pro catch. C'est bien dommage parce qu'elle avait vraiment une atmosphère.
incroyable. C'était une petite salle, mais elle avait vraiment quelque chose, quoi. J'ai fait vraiment pas mal de matchs là-bas. Moi, j'étais d'accord D'où sur j'ai ce que affronté Dave Star. Ouais, moi j'étais d'accord sur ce que tu disais, puisque en préparant les questions, justement, quand je passe sur le moment Rêve Pro, je note que pour moi, j'ai l'impression que ce passage-là, alors peut-être encore plus à la Rêve Pro, pour moi, c'est celui qui t'installe, allez, définitivement sur la carte du catch européen et dans la tête des fans. Pour moi, c'est vraiment ce truc avec alors la British G-Cup. Je me souviens de la British G-Cup en France. Beaucoup de médias catch français, en tout cas, on avait fait la promotion parce que c'était en plus El Fantasmo était en face. Il y avait, comme tu le disais, beaucoup de gars de chez New Japan qui étaient sur ce tournoi. Mais pour moi, c'est vraiment alors moi, j'étais connu vers 2017 à peu près. Pour moi, 2019, quand je t'ai vu Mhm. là-haut, pour moi, c'est vraiment le truc où je me suis dit, ouais, ça y est, il fait partie du catch européen, plus que du catch français. Donc c'était intéressant parce que finalement, ce que moi j'avais ressenti, tu l'expliques plutôt bien, toi, après, toi en tout cas, t'en parles après ton passage à la SWE. Euh, Ouais, voilà, c'est exactement ça, quoi. C'est ce passage-là qui a fait que je suis passé du catcheur qui commençait à un peu à tourner en Europe à établi en Europe, quoi. c'est ça, ouais, c'était vraiment mon ressenti aussi. Entre les deux, on refait un petit bond d'un an en arrière. En 2018, tu fais tes premiers pas sur un ring américain du côté de l'Ohio, à la Rockstar Stampede. Yes. Et notamment, tu vas y affronter des gens connus dans un match par équipe parce que tu auras en face de toi des gars comme Myron Reed, qu'on a bien connu du côté de MLW il y a encore pas si longtemps, et Trey Miguel, qui aujourd'hui est champion X Division du côté de chez Impact Wrestling. Qu'est-ce que ça fait? C'est finalement un peu une question qu'on pose toujours aux catcheurs français, mais qu'est-ce que ça fait d'aller mettre les pieds, pas aux États-Unis, mais sur un ring américain? C'était au début très impressionnant parce qu'en fait, on se dit, ça y est, c'est les Américains, c'est un autre monde, c'est quelque chose comme ça. Mais au final, j'ai été très bien accueilli et au final, ça s'est très bien passé. Et oui, tu mentionnais quelques catcheurs, mais je pense que là-bas, le plus gros nom que j'ai affronté pendant la semaine et demie que j'ai passé là-bas, c'était Pentagon, tout simplement. Ah, il Et est pas il y répertorié, avait tu vois. Gringo aussi. Eh ben, il est pas Il y avait répertorié Gringo Loco celui-là. aussi. Il est pas répertorié le match avec Pentagon sur Cage Match. C'est vrai? Ouais, c'est dommage ça du coup, parce que sinon Ouais, oui, je l'aurais mis pour moi, volontiers, parce que c'est un des catcheurs que j'adore le plus, Pentagon. ouais. Et C'était ouais, il est pas un main event, répertorié. c'était main event avec moi, un luchador dont je me rappelle plus le prénom, malheureusement. Gringo Loco, qui est un très bon ami à moi, et Pentagon, Ok. que j'avais Ça, rencontré, oui. quelques mois auparavant à la Southside, et du coup, il se rappelait de moi et ça, donc j'étais plutôt hype. Ah oui, bah oui, quand même. Euh, donc on a parlé de 2019 et donc de tout le calendrier que tu as fait du côté de la Ref Pro. On va passer sur une année qui est toujours, qui en tout cas maintenant est toujours un peu compliquée, je pense pour vous, en tout cas dans le monde du catch. 2020, l'année de la pandémie, le Covid, le catch à l'arrêt, puis quand ça reprend, c'est au ralenti. Alors, heureusement, quelques structures ont pu enregistrer des shows pour pouvoir produire du contenu. Je pense à la WXW notamment qui l'a fait. En tout cas, comment toi, tu as vécu cette période euh, sans catch et avec aussi tous les problèmes qu'il y a eu autour, même quand ça a repris tout doucement, quoi. Alors moi, je l'ai très très bien vécu. Ok, bon, bah, c'est Je l'ai cool. très très bien vécu. Je l'ai très très bien vécu parce que du coup, les 2, 3 années qui ont précédé du coup le Covid, j'ai beaucoup enchaîné. J'ai enchaîné beaucoup mes semaines. Commençait le jeudi où je partais en Angleterre, je revenais en Allemagne, je repartais en Angleterre. Donc c'était beaucoup de voyages et voilà, j'avais aussi mon taf à côté. Donc en fait, j'avais pas de week-end, j'enchaînais. Donc physiquement et mentalement, c'était très très dur. Donc en fait, c'était comme si c'était des grosses vacances. Ça m'a fait du bien au moral, au corps surtout parce que j'avais vraiment besoin d'une grande pause. Et c'est vrai que quand t'enchaînes, bah les dates elles arrivent, tu te dis oui, ça enchaîne et t'as pas le temps de te regarder, de regarder ton état que t'es déjà à la fin de l'année. Et donc du coup, moi, je l'ai très très bien vécu. Après, c'est vrai que c'était un peu dommage parce que du coup, ça m'a un peu ralenti parce qu'au niveau de l'Angleterre, je avais commencé à faire mes débuts
à la TNT et du côté de l'Irlande à la OTT. Donc ça m'a ralenti sur ça, mais en soi, sinon pour moi, je l'ai bien vécu. Après, j'ai eu la chance aussi de participer au, à des enregistrements faits par des promotions. Donc je parle notamment par exemple en France à la PC et aussi à la VXV. Donc le temps a été beaucoup moins long que certains catcheurs. C'est vrai, quand je regardais le nombre de matchs que tu avais fait finalement en 2020, ça restait correct pour une année où beaucoup avaient été à l'arrêt, quoi. Oui, L'année d'après 2021, c'est le début, on va dire, de ton équipe avec Aigle Blanc du côté de la WXW, les French Adore, donc, et qui va vous mener tout doucement, finalement, un an plus tard, jusqu'à ce tournoi dont on a parlé en début d'interview, donc le tournoi tag de WXW, le tournoi annuel, où vous remportez les championnats par équipe. Comment est né, comment cette équipe a été créée entre toi et Aigle Blanc? Et est-ce que vous pensiez vraiment, au début de votre équipe, aller chercher l'or, quoi? ça a été très rapide. C'était un peu sorti de nulle part. Voilà, faut savoir que la VXB, il y a quand même beaucoup de talents et des talents qui ont quelques années d'expérience. C'est vrai que Tristan a bien su lui s'adapter parce que s'adapter, oui. Mais pour Aigle et moi, c'était un peu plus compliqué. On devait prendre notre temps. On était des petits jeunes, on devait un peu plus faire nos preuves. Donc voilà, au lieu de faire chacun son truc dans son coin, on a décidé de se mettre ensemble, de faire les French Adore et de voir si on pouvait éventuellement amener à quelque chose, tout simplement. Et bah on avait peut-être vu juste parce que du coup on a commencé à être l'équipe sympathique du roster et on a eu notre chance pour le Tag League qui a été l'apothéose de notre collaboration. Et aujourd'hui encore on est quoi? On est 6 mois après parce qu'attends le Karat c'est dans 2 semaines donc ouais on est à 6 mois de règne et voilà on commence à s'établir comme des tops à la VXV, on commence à aussi à nous connaître parce que c'est le but aussi de s'exporter le plus parce que la VXV est une promotion connue mondialement. Il y a beaucoup d'Américains, de Japonais qui viennent là-bas et donc voilà, nous maintenant, si tu me disais oui, si on pensait gagner les titres dès le début, non, parce que voilà, on s'est dit on va juste collaborer ensemble, on va voir ce que ça donne, peut-être que ça va nous aider pour plus tard, mais du coup, une chose en amène une autre et aujourd'hui, bah, on se retrouve un peu sur le toit de l'Europe avec les titres par équipe de la Ligue 1. C'est ça. En 2022, du coup, toujours 2022, on a pu voir apparaître, on va dire, l'alter ego de Senza Volto, si je peux dire ça comme ça, un fameux Joseph Fenech Jr., un personnage quand même bien plus sombre, hein, que Senza, on va pas se mentir, euh, pas masqué. Alors, la première question, c'est qui est vraiment ce Joseph Fenech? Et de deux, comment est-il né? En fait, c'est plus Senza Volto qui a été créé qu'autre chose parce que voilà, même si pendant toutes ces années j'ai été sous le masque à être le gentil. J'ai toujours eu ce côté un petit peu arrogant, ce côté un petit peu, à un moment donné, j'étais celui qui crachait, celui qui mettait des claques et tout ça. Toujours ce côté petit con, ce côté un peu gamin, un petit peu rebelle, quoi. Donc, ça, c'est plus ma personnalité, quoi. C'est vrai qu'avant, en fait, dans les premières années, en fait, je me, je me bridais en fait au catch, donc au luchador qui faisait des prises et en fait bah, plus le temps passe, plus ma personnalité a commencé à quand même prendre le dessus et c'est là où j'ai compris qu'en fait j'allais dans deux directions différentes parce que du coup Senza Auto c'était plus les gens qui aimaient être derrière lui et pour voir ses actions un peu high fly quoi mais du coup moi de mon côté je voulais vraiment un peu, comment dire, dépasser un peu ce personnage masqué et plus faire ressortir qui j'étais vraiment. Parce que en fin de compte, ce qui est important, c'est celui qui est derrière le masque. Donc voilà, j'allais un peu dans deux directions
différentes en fait tout simplement. Donc c'est quoi qui m'a fait vraiment. Donc j'y pensais en fait. C'était vraiment une idée qui me trottait dans la tête au début. Et en fait il y a eu ce match à la PC contre Christianum. Donc pour le cheat en main event et il y a eu ce moment où on a fait un concours de baf. Et en fait, j'ai enlevé mon masque et c'était encore dans le temps du Covid, donc j'avais gardé un masque Covid quoi, pour qu'il me mette des claques. Et en fait, boum, le masque se casse avec une claque. Donc je cache mon visage, donc comme j'ai toujours fait lorsqu'on a le masque. Et je me rappelle parce que j'ai Alexandre, du côté l'arbitre de la PC, que je fais un bisou d'ailleurs, me me 1000 euros. Me propose de remettre le masque. Et enfin, de toute façon, tout est sur vidéo, hein. Et il y a une seconde où je vois que mon regard est dans le vide et en fait, c'est là où je prends ma décision. Je me dis, eh ben, c'est pas grave. C'est quoi? Si c'est arrivé, c'est arrivé. Donc, je prends le masque, je le jette et on continue le match comme ça où je suis démasqué avec la réaction du public qui est choqué et voilà, j'ai enlevé le masque pendant quelques secondes. Je l'ai remis après pour finir, mais du coup pour moi c'était l'élément déclencheur pour amener quelque chose de nouveau, amener quelque chose de différent surtout, parce que du coup à cette époque-là j'avais aussi pris la décision d'arrêter en France et le personnage de Senza Volto, donc c'était aussi l'occasion de ramener quelque chose de un peu plus original en France, d'un bon méchant, un bon bâtard quoi, pour pas dire vraiment c'est le jour et la nuit, c'est-à-dire que ce que je fais en Joseph, c'est totalement l'opposé de ce que je fais en Senza. Tu me verras faire très peu de prises en Joseph. C'est plus de la provoque, c'est plus de la bagarre, c'est plus voilà quoi, c'est plus d'action, d'action qui qui se traduit un peu dans la vie quoi. Donc, c'est pas vraiment, je pourrais même pas appeler ça du catch en fait, tu vois, c'est plus de la bagarre. Mais ça me permet aussi de travailler un autre aspect de mon catch. C'est voilà quoi, le but c'est de s'améliorer un peu dans tous les domaines et ça m'a aussi ouvert un peu la porte pour m'améliorer au micro. Voilà, en tant que Senza Volto, j'avais très rarement touché au micro et les peu de fois je me sentais pas à l'aise. Et en Joseph, pour moi, c'est un plaisir de prendre le micro, de moquer des gens, d'être méchant, d'être mauvais, voilà, je dis pas que je suis quelqu'un de mauvais, mais je suis quelqu'un qui, voilà, j'aime bien provoquer, en fait. J'aime beaucoup provoquer les gens, parce que, voilà, je suis comme ça, donc, quand je suis en Joseph, si je peux prendre le micro, je le prends en direct et voilà, je me bats avec les gens grâce aux mots, quoi. D'où ces fameuses entrées sans musique. D'où ces fameuses entrées sans musique. Voilà, en fait, je me suis dit, mais en fait, si je viens en tant que Joseph, c'est pas pour faire du catch, c'est pas pour avoir une entrée, c'est pas pour aller checker les fans, c'est vraiment l'opposé. Je veux vraiment créer une identité à part de cette Zamoto, malgré le fait que je sois sur deux personnages. Et je pense que ça vient petit à petit. J'ai un bon pressentiment avec ce personnage, le même pressentiment que j'ai eu avec Senza, donc j'ai juste besoin d'un peu de temps pour calibrer un peu les trucs à gauche et à droite, mais voilà, j'ai réussi en fait à amener ce personnage assez facilement et les gens l'ont assez bien accueilli malgré que ça soit un petit con quoi. Avant de passer à parce qu'on arrive aussi sur la fin de cette interview, j'avais sélectionné quelques questions sur Twitter de la part des fans. Moi, il y avait une question qui m'intéressait vraiment de te poser parce que c'était un sujet que tu es l'un des catcheurs en tout cas à aborder ce sujet. Je le trouve super important. C'est le fait d'être en tout cas très authentique sur tes réseaux. Alors oui, il y a Senza Volto, mais il y a la personne que tu es globalement au quotidien. On en parlait tout à l'heure, je crois, c'était en off, on parlait par exemple de poster ton chien, de poster le mec qui joue à la console. Et il y a Oh, carrément. quelque chose que tu as pas hésité à partager. Enfin, pas hésité, je sais pas, mais en tout cas, tu l'as partagé. C'était en fin d'année dernière. Tu as eu des soucis personnels
et tu les as affichés sur des posts. Moi, en tout cas, je les ai vus sur Instagram. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus alors, de catcheurs, parce on parle à un catcheur, mais je trouve de célébrités en tout genre dans le monde qui mettent l'accent sur leurs problèmes, que ce soit physique, mental, peu importe. Et je trouve ça bien de rappeler que, quoi qu'il arrive, on vous regarde, on vient vous voir, on paye des trucs pour vous, mais vous êtes des êtres humains, quoi qu'il arrive. En quoi, pour toi, c'était important de partager, on va dire, ces galères-là? Bah, alors en fait, au début de ma carrière, j'étais très, je sépare le professionnel et le personnel parce que voilà, je voulais pas que c'est deux mondes différents. Et en fait, le problème, c'est que quand tu commences vraiment à percer un peu dans le catch, où tu commences à être connu, ça commence vraiment à prendre beaucoup de ton temps, c'est beaucoup de sacrifices, c'est du temps, le temps que tu passes sur la route ou sur les shows, tu passes pas avec ta famille, tu passes pas avec tes amis. Enfin, moi, en tout cas, ça a été le cas, hein. Je me suis beaucoup, je me suis pas éloigné de ma famille parce on est une famille du style qu'on se voit une fois par an, on est content, ça va. Mais voilà, quoi, j'ai plus de d'amis en question. Genre, parler avec un ami, ouais, ça, j'ai plus le temps, je suis jamais là. Donc, en fait, j'en ai plus vraiment. Euh, et même la fatigue, le corps, voilà. L'année dernière, pour un show de catch, j'ai dû après aller à l'hôpital pour me faire opérer de ma phalange. Et ça paraît bête, mais les gens, eux, par exemple, pour le show, sont venus me voir. Et moi, au final, ben, je rentre avec une phalange cassée, je dois me faire opérer. Et c'est une blessure qui restera à vie. Aujourd'hui, même si j'ai retrouvé genre, la capacité de mon doigt, j'ai encore la douleur, j'ai encore un peu le gêne, quoi. Si tu me mets un coup sur ce spot, ben, je crie par terre. Donc voilà, il faut pas oublier aussi que c'est quand même beaucoup de sacrifices pour les catcheurs. Donc certes, on a les fans qui nous achètent des trucs, qui nous achètent du merch et tout ça, mais il faut pas oublier aussi que bah, après le show, nous, il y a aussi la partie bah, rentrer chez soi, la fatigue, enchaîner avec notre taf, parce que très peu de catcheurs en Europe, en tout cas, vivent du catch. Donc voilà, c'est aussi un enchaînement, c'est pas mal de moins, même si dans le métier, il y a quand même pas mal de plus. Après, voilà, pour ce qui est des problèmes personnels, au début, moi, j'étais pas vraiment chaud. Et j'ai quelques collègues du catch qui m'ont conseillé justement de me diriger sur les cagnottes, sur les trucs comme ça. Moi, là-bas, je voulais catcher un maximum pour faire un maximum de sous, mais même avec ça, ça aurait été impossible. Vraiment, ça aurait été mission impossible. Et du coup, je les ai bien fait de les écouter parce que du coup, j'ai été grandement aidé par les fans. Ils ont vraiment assuré et ils m'ont aidé à traverser cette période assez difficile. Et ça a renforcé nos liens en fait. Les gens, en fait, moi, je voyais plus du style. Les gens, ils vont penser que je leur réclame de l'argent que je vais manger, alors que eux, ils étaient plus en mode, bah tiens. Je t'envoie cet argent pour tout ce que tu as fait ces dernières années, pour le divertissement que tu as amené, la prise de risque et tout ça. Et c'est vrai que j'y ai pensé pas vraiment. Et du coup, ça m'a aidé à accepter cet argent, tout simplement. Donc, oui, moi, je suis quelqu'un de très fier. C'est-à-dire, j'aime pas demander de l'aide. C'est plus moi qui aide, que les autres, quoi. Donc, c'est vrai que de me retrouver dans cette position-là, c'est assez, comment dire, un peu chiant pour moi, en tout cas, mais j'aurais pas concrètement j'aurais pas pu faire autrement. Après, il faut aussi savoir que le catch c'est très mental, c'est-à-dire que faut savoir encaisser, faut savoir encaisser parce que ben t'es photographié, t'es filmé, t'es jugé sur tout ce que tu fais, sur tout ce que tu dis. Donc faut accepter les critiques aussi quand tu vois ça sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Et voilà, quoi, tu sais, tu sais, c'est juste un commentaire, ça peut te niquer une journée, tu vois, c'est con, hein, mais Ouais, ça va te travailler, ou qu'on va dire un truc sur ton poids, bah, ça va te travailler, et tu vois, c'est plein de trucs comme ça. Les gens s'en rendent pas forcément compte parce que pour eux, c'est juste un événement du samedi qui s'est passé, mais pour nous, c'est quelque chose qui reste, qui peut rester pour une semaine ou voire un mois, quoi. Donc, je pense que aujourd'hui, il est très important pour les catcheurs, pas forcément de déballer toute leur vie privée, mais
garder ce côté humain et pas robot du style. Les seuls trucs que je fais paraître sur mes réseaux, c'est excuse-moi, mes matchs et les affiches, quoi. Merci Senza en tout cas pour mes questions. J'en aurai une dernière que je te poserai avant la fin de Ouais. cette interview. Comme je te l'ai dit, j'ai sélectionné quelques petites questions des gens sur Twitter qui souhaitaient échanger avec toi. La première Yes. question, c'était qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes en dehors du catch? Qu'est-ce que tu aimes? C'est quoi tes passe-temps? Comment tu te détends? Là, on le voit, je pense. La console, ça en fait partie. Ah ouais, là, je suis FIFA fort. J'étais sur Hogwarts, là, je suis reparti sur FIFA. Non, je suis quelqu'un de très très chill, c'est-à-dire qu'en fait, après c'est peut-être aussi dû au métier, mais je vois vraiment beaucoup de monde le week-end, vraiment vraiment beaucoup de monde, donc les fans et tout ça. Et je suis quelqu'un de, enfin, je suis très accessible, c'est-à-dire que tu peux me parler pendant l'après-show, tu peux prendre des photos, on peut rigoler. Et c'est vrai que j'ai besoin des fois de rester seul, de chiller comme on dit. Donc après voilà, j'ai aussi mon travail à côté la semaine. Ça me laisse plus beaucoup de temps du coup pour moi. Donc voilà, ça me dérange pas de regarder une série, de regarder un manga, de jouer aux jeux vidéo. Et ça, je le fais que quand je suis pas au gym. Donc là, par exemple ce soir, gros flemmard. Tu m'avais dit interview, je me suis dit bah putain, le gym, voilà quoi. Mais voilà, j'ai vraiment peu de temps pour moi en fait au final. Après, c'est moi qui l'ai choisi, donc je vais pas me plaindre. Mais voilà, je j'ai pas voilà mes passe-temps, c'est je joue aux jeux vidéo et je vais à la salle. La question suivante, c'était quelle est ta plus grande fierté en dehors du catch? Ma plus grande fierté en dehors du catch. Ah, ils sont personnels, hein, ils veulent savoir, hein. Ouais, ouais. Euh, Ça va paraître un peu banal comme réponse, mais c'est le fait de réussir cette transition de garçon à homme. Ouais. Ça peut paraître banal un petit peu, mais j'ai commencé le catch en étant un gosse, enfin 20 ans. Pour moi, c'est toujours être un gosse. Aujourd'hui, j'en ai 29 et il y a quand même cette transition de tu passes de ce petit garçon qui vit avec ses parents à bah tu vas commencer à payer tes propres factures, à payer ouais voilà ton loyer, à travailler justement pour te nourrir et tout ça. Et pas tout le monde a cette chance de pouvoir le faire. C'est dur aujourd'hui de payer ses dûs, de se nourrir correctement, de pas courir derrière l'argent. Et voilà, je suis content que je me débrouille pas mal malgré malgré les galères que j'ai eues récemment. Ben, j'arrive à m'en sortir. Et c'est pas rien. Il faut pas que les gens pensent que c'est banal en fait de réussir. C'est vraiment un exploit, je pense, humain, qu'on soit un homme ou une femme. Et voilà, aujourd'hui, je suis dans ma position, je suis content, j'ai ma voiture, j'ai mon travail, j'ai le catch qui est aussi un deuxième travail pour moi, hein, que je vois pas du tout comme un hobby. Et, euh, et voilà, je suis fier de ça. C'est peut-être rien, mais voilà, j'ai réussi à installer mon truc à moi, quoi. Ok, mais c'est pas banal, je trouve que la réponse est plutôt cool. Prochaine question, quand est-ce que tu deviens champion de la WXW? Je suis déjà champion de WWE. Bon, je pense qu'il va. Ah bah ouais, Je champion pense de qu'il la parlait d'un titre solo, je pense. solo, Notamment bah du Saint écoute, Graal, détenu encore il y a pas longtemps par Tristan. bah écoute, un jour si ça arrive. Après moi, j'ai jamais été. Alors ça n'a pas changé hein, depuis, mais j'ai jamais été celui qui court derrière les titres. Pourquoi, je sais pas. Pourtant, ça devrait être le cas parce que du coup, c'est comme ça que t'es un peu pas classé, mais que ta renommée elle augmente quoi. Mais voilà, j'ai jamais eu cette culture du titre. Je sais que Tristan, lui, l'a beaucoup, tu vois. C'est après voilà, si tu vois tous les titres qu'il a eu, mais
je suis plus le mec, voilà, à créer plus pas des exploits, mais voilà, genre, j'ai fait mes trucs en Angleterre où j'ai fait les premiers, j'ai été le premier de ça, le premier de ça. Pareil pour le karat, j'ai fait partie avec Aigle Blanc des premiers Français, bah, des deux premiers Français, en le comptant lui, à participer au karat. Et il y avait aucun Français avant qui avait participé au karat. D'ailleurs, Tristan était jaloux. Voilà. Il va se Mais rattraper cette voilà, moi, année. ouais, mais il restera quand même le troisième à jamais. Mais ce que je veux dire, c'est plus des trucs comme ça, moi, qui me, alors il faut que je trouve un mot parce que le mot que j'allais utiliser est un peu vulgaire. Euh, merde, quel mot qui me hype, on va dire. Ouais. Voilà, c'est plus des trucs comme ça, tu vois, le genre le premier à participer à la British Cup en tant que Français, ça c'est mon kiff, quoi, tu vois. Ouais, t'es plus sur des moments, des choses qui vont. Ouais, des moments, Ouais, c'est plutôt des exactement ça. Je moments. pense que Ouais. certaines personnes vont penser qu'on construit sa carrière avec des titres. Moi, je serais plus à dire que la carrière d'une personne se construit par rapport au moment qu'il crée au fil du temps. Je prends le même exemple que quand j'en parlais avec Tristan, justement, et je lui disais, un des catcheurs dont on se souvient tous, et pas pour ses championnats dans le monde, c'est l'Undertaker. Oui, bah voilà, exactement. Pas tant de ceintures que ça, pourtant tout le monde le connaît. Exactement. Voilà, tu vois. Question suivante. Alors, je pense que là, on a affaire à un fan de catch japonais, puisqu'il nous dit quand est-ce que Senza il va au Japon gagner le Best of Super Junior, le N1 ou le Carnival? Mais en fait, faut savoir que, enfin, donc du coup, alors ce que je vais dire, ça s'est un peu atténué avec le temps parce que j'ai un peu plus les pieds sur terre. Mais moi, un de mes rêves, c'était donc du coup quand j'étais en pleine période de l'Angleterre avec surtout avec la Rave Pro, bah du coup je travaillais avec. Bah dis-toi que je partageais le ring avec des gars de la New Japan, donc Bah oui. je rêvais un peu, tu vois. C'était de représenter la France au Best of Super Junior, quoi. C'était vraiment mon rêve. C'était mon objectif, si tu veux. Aujourd'hui, c'est de rester vivant déjà. Bel Mais objectif, hein, déjà. oui, c'est pas quand tu vois les dangers, quand tu vois les blessures que tu peux avoir, et des trucs comme ça, tu redescends un peu Mm. tu redescends sur terre un petit peu et tu te dis bon bah écoute c'est pas mal ce que j'ai. Et si ça arrive tant mieux, si ça arrive pas tant pis, mais profiter du moment. C'est ce que j'ai appris, on va dire récemment entre fin 2022 et début 2023, c'est vraiment profiter du moment, ne pas se prendre la tête et voilà quoi. Parce que en fait, en, en comment dire, en te mettant des objectifs, tu te mets aussi la pression mentalement de dire mais putain, j'avance pas assez vite, j'avance pas dans mon objectif, voilà quoi. Donc aujourd'hui, je suis plus en mode chill et, euh, et voilà, si ça vient, tant mieux, si ça va y avoir tant pis, tu vois. Mon dernière question, c'est est-ce que tu as des regrets dans ta carrière? Euh, non, j'ai toujours eu que des points positifs, que des points positifs, des bons souvenirs côté catch. Si je devais en noter un que j'ai très mal vécu, ça a été d'ailleurs le seul truc que j'ai mal vécu parce que voilà, ça a été mon premier tryout DVE. Ouais. Je l'ai vraiment vécu comme un échec. Euh, pourquoi, je sais pas, mais en fait, c'était soit je réussis, soit je réussis pas. Et du coup, comme bah, le fait qu'ils ne m'ont pas appelé suite au tryout, je l'ai très très mal vécu. C'était plus de la fierté qu'autre chose, je pense. Et ça a été peut-être la déception de mon année. Et après j'ai fait un deuxième tryout côté Angleterre au PC UK. Et même s'ils m'ont pas rappelé derrière, j'étais moins affecté que le premier, quoi. Vraiment, le premier, c'était en fait parce que le premier tryout, tu dis ça y est. En fait, tu dis ça y est, la VE m'appelle, quoi. Vraiment, hein, tu te dis ça y est, c'est peut-être le moment de rentrer dans la cour des grands, quoi. Et en fait, tu dis, bah non. Et alors, tu le vois comme ça, hein, c'est con, hein, alors que c'est un trait de vieux quand tu n'es pas appelé, ce n'est pas un échec. Hein. Je crois que c'était, comment il s'appelle celui avec la guitare là? Elias? Elias, je crois qu'il a fait 8 tryouts avant d'être signé, donc tu vois, c'est pas, ça veut rien dire. Mais moi, personnellement, dans ma fierté, on a pris un coup et ouais, je l'ai très mal vécu.
La dernière question du coup que j'avais sélectionnée, c'est tes prochains buts dans le catch. Est-ce que partir dans une grosse compagnie en fait partie? Alors, la question stipuler une grosse compagnie américaine, je pense qu'on peut la réduire. La question, c'est est-ce que signer un contrat à plein temps dans une grosse compagnie fait partie de tes objectifs à court terme? Je pense que, de toute façon, tu poses la question à n'importe quel catcheur, ça, la réponse va être oui, tu vois. C'est le but, voilà. Enfin, alors c'est possible qu'un catcheur veuille rester en Indie, mais le but c'est d'en faire un métier et d'avoir aussi une assurance derrière des risques que tu prends. Donc oui, clairement, moi si on me propose un contrat, bon, bien sûr, tu m'aurais posé cette question-là il y a 8 ans, je t'aurais dit bah ouais, si je signe n'importe où, oui, maintenant en direct. Alors qu'aujourd'hui, je vais dire bah ouais, je prendrai le temps de voir ce qu'il me propose, de voir si par rapport à ma vie aussi ça correspond. Est-ce que quel sacrifice j'ai à faire en fait tout simplement. Parce que voilà, signer là-bas, ça veut pas dire ça y est, l'aventure est réussie. Parce qu'une fois que tu es là-bas, bah, il faut y rester. Il y a beaucoup de concurrence, donc voilà. Pour l'instant, je suis en Europe, je suis très bien en Europe. Je suis à la VXV qui est aujourd'hui la top promotion en Europe. Il y a pas plus gros aujourd'hui. Et je suis bien. Je prends mon temps. Je vais avoir 20 ans. Voilà, je suis très bien. Je n'ai pas besoin d'appuyer sur le champignon pour forcer mon destin. Mon destin m'amène vers une grosse promotion, tant mieux. Sinon, tant pis, j'aurais fait ce que j'ai à faire tout simplement et voilà. Pour compléter la question, moi, ma question, c'est est-ce que NXT Europe, t'y penses? Ouais, il y en a. Alors, on a entendu parler de ça il y a récemment, donc du coup, il y a eu la fermeture de NXT UK, Ouais. donc j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances qui étaient là-bas. J'avais bah, notamment Amal, catcheuse française. Hmm. Tu m'aurais dit pareil, cette question-là, il y a des années, je t'aurais dit, putain, mais trop, mec, trop, 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 trop. Aujourd'hui, je suis plus bah, écoute, déjà, on va voir si ça se passe. S'ils ont besoin de moi, tant mieux. Sinon, voilà, quoi. Franchement, je sais pas. Qu'est-ce que fera NXT Europe? Parce que c'est ça aussi. Si on part du même principe que de NXT UK, NXT UK, ça veut dire NXT United Kingdom, on est d'accord? Ouais. Pourtant, la moitié du roster était pas anglais, quoi, tout simplement. Qui était, bah, t'avais Oliver qui était pas du tout anglais. T'avais qui? T'avais Walter. T'avais Amal. T'avais T'avais pas mal de monde, Jordan quoi. Devlin, tout ça. Voilà. Ouais. Ouais, mais après, lui, il est irlandais, lui. Ouais. Ouais, ouais. Bon, après, moi, je le mettais dans le lot, donc. Après, en En plus, fait, ils avaient leur, ils avaient de gros liens en plus avec WXW à l'époque. qui l'avait eux? NXT UK en tout cas. Oui, voilà, oui. Mais, voilà, donc, est-ce que ce sera pareil pour Europe? Est-ce qu'ils vont appeler ça Europe et en fait, au final, ils vont ramener les Américains? Après, c'est facile aussi, hein. C'est du cash, hein. Regarde, aujourd'hui, je te ramène un catcheur de couleur blanche avec une mâchoire carrée et je te le fais passer pour un Français facile, quoi, tu vois. Non, mais c'est ce qui s'est Ouais, passé non, avec mais René oui. Dupré, tu vois. Oui, Pas oui. René Dupré, oui, René Dupré, Si, tout René simplement, Dupré, oui. oui. Donc, est-ce que c'est pas plus pour écraser la concurrence et amener du coup leur gars sur le sol européen? Parce que c'est un peu ce qui s'est passé pour moi avec la scène anglaise. Hein. Pour moi, la scène anglaise, quand elle était en feu avec Progress, où ils faisaient des shows, ils ont fait un show à Wembley et tout ça, Ouais, ouais. ben du coup, l'avait vu un peu flipper hein, selon moi, et du coup, ça emparé du marché. Et aujourd'hui, ils sont clairement dans une optique de d'avoir le monopole sur le monde entier. Parce qu'il n'y a pas que NXT Europe hein, qui est apparemment dans le chiot. Apparemment, il y a aussi Asie. J'avais entendu Afrique à un moment donné. Enfin bref, Ouais, Afrique du ils veulent en Sud, faire il un. parlait d'Afrique du Sud à un moment et il y Ouais, avait voilà. la fameuse rumeur de NXT Japon ou NXT Inde, en tout cas. Ouais, NXT Japon, j'imagine, toi, vraiment, c'est pour vraiment. Enfin, tu vois, NXT Japon, en vrai, il y a qu'une raison pour faire NXT Japon, tu vois, Ouais, pour faire de ouais, la carrément. concurrence à la New Japan.
Donc, On verra quand le projet sera là, ouais, quoi. C'est ça? ouais, voilà, c'est vraiment ça. Et si ça arrive pas, voilà, je vais pas pleurer, je vais pas, voilà quoi. Alors, normalement, de ce que j'avais compris, on devrait avoir des infos de NXT Europe d'ici cet été. Normalement, c'était prévu une annonce autour de SummerSlam. Donc, voilà. Écoute, on verra bien. Euh, eh ben, merci déjà, Senza. Merci pour ton temps. Merci pour Merci à cette toi, mec. interview. Yes, La dernière t'inquiète. question, finalement, Je te c'est l'ai dit, hein. Je te l'ai dit, hein, ouais. je suis pas comme tout le temps à rester devant la cam, euh, à Je, montrer ma pour le, grossette. Moi, je pour suis le- chill au canapé. Regarde, tu vois mon nuque et tout ça. J'ai joué à Hogwarts, ça fait pas en même temps, mais voilà quoi. De toute façon, je suis comme ça, les gens le savent, hein. Mais Je suis merci, en vraiment tout cas, chill. merci pour ton temps. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de pouvoir échanger avec toi. La dernière question, finalement, que je vais te poser, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter au moins pour 2023? La santé avant tout. Euh, la santé avant tout, et voilà, si la santé ça va, le catch ça devrait suivre. Et oui, la santé, c'est très bien la santé, c'est très important. La santé avant tout et que, allez, on se dit, on se redonne rendez-vous, nous aussi. J'ai dit la même à Tristan et à Mila. On se redonne rendez-vous dans un an et on espère que ce sera plus compliqué pour t'avoir. Ça sera plus ou plus Plus compliqué. plus On sera compliqué. obligé de passer par plein de gens parce que tu seras signé à droite à gauche. Tu seras Ouais, je quasiment, pense pas moi. tu répondras plus sur Instagram. Je suis un cinéaste, moi. J'aime bien diriger mes réseaux sociaux. Ah, attention, ça peut être des points, des choses qui font que tu puisses pas signer à certains endroits. Eh ouais, bah, Bon, ça, tant bah, pis pour eux. en tout cas, je te remercie encore une fois, C'est moi qui te Senza. remercie, mec. Merci pour ce temps. Continue comme ça. Plein de bonheur, la santé encore une fois avant tout. Et puis, bah, continue à nous faire kiffer, continue à nous faire vibrer, hein. C'est tout ce que Yes. moi, en tout cas, je peux te demander. Grand merci à toi, Senza. Et puis à tout bientôt. N'hésitez pas à suivre Senza sur ses réseaux sociaux, Twitter, Instagram, et continuez à le suivre partout où il sera, que ce soit Senza Volto ou Joseph Fenech d'ailleurs. Ah ouais, on fait pas de différence, On hein. fait pas de différence. Merci à toi et à bientôt, Senza. Allez, ciao. Salut.